La politique fiscale et budgétaire au temps du coronavirus. La propagation de la COVID-19 a entraîné une crise sanitaire et économique sans équivalent dans l'histoire récente. Les crises économiques ne sont pas particulièrement rares ou inhabituelles. Dans le cas du Canada, on recense en moyenne au moins une récession par décennie depuis 1926. Depuis 1961, les crises économiques ont généralement des origines financières, entre autres, ou découlent de hausses soudaines des prix du pétrole, qui ont parfois été accompagnées de politiques monétaires restrictives mises en place pour lutter contre l'inflation. La crise actuelle est inédite de par ses origines pandémiques, mais aussi par son ampleur inégalée depuis la récession de l'après-guerre et par la rapidité de la chute de l'activité économique. L'intervention des gouvernements pour répondre à la crise est également historique. En temps de crise normale, les gouvernements tentent d'encourager l'activité économique par des investissements publics qui se substituent à l'investissement privé. Cette fois, la diminution de l'activité économique découle largement des mesures mises en place pour freiner la propagation du virus, ce qui rend difficile, voire impossible, de stimuler l'activité dans les secteurs les plus affectés. En fait, la fermeture de plusieurs secteurs de l'économie et les mesures de soutien aux revenus ont contribué à une hausse de l'épargne des ménages, alors que dans une crise normale, on voudrait plutôt encourager la consommation. La crise actuelle entraîne tout de même des hausses de dépenses publiques, notamment dans le secteur de la santé, et d'autres investissements publics deviendront possibles lorsque l'épidémie sera sous contrôle. La réponse gouvernementale s'adapte à l'évolution de la pandémie, notamment en matière de politique fiscale. L'OCDE identifie 4 étapes dans l'action publique, chacune reflétant des priorités qui changent selon la situation sanitaire. Ainsi, pendant la phase d'apparition du virus, l'action publique doit assurer une réponse immédiate. Lors de la phase de confinement et d'atténuation, le gouvernement doit voir à préserver les capacités économiques. La phase de transition qui suit ne chemine pas de façon linéaire et elle est caractérisée par la mise en place intermittente de mesures d'atténuation qui seront éventuellement suivies par une reprise menant à l'après-crise et à la résilience des finances publiques. À chacune de ces phases est associé un type de réponse fiscale. Dans la phase de réponse immédiate, très rapidement, les mesures fiscales ont joué un rôle essentiel en apportant un soutien financier aux entreprises et aux ménages. La grande majorité des pays membres de l'OCDE ont adopté des mesures d'assouplissement fiscal. Ces mesures concernaient le report de la production ou du paiement de l'impôt sur le revenu des particuliers et pour les entreprises, de l'impôt sur le revenu, des taxes à la consommation, des cotisations sociales ainsi que l'accélération des remboursements d'impôts. Pour les entreprises, des mesures non fiscales de soutien aux liquidités ont également été implantées sous la forme de garanties de prêts sans intérêt ou de subventions. Avec les mesures de confinement, des mesures plus étendues et prolongées ont été adoptées afin de limiter les difficultés financières des ménages et des entreprises, tout en préservant les liens économiques dans le but de faciliter un éventuel retour à la normale. Pour les individus et les ménages, on note dans plusieurs pays un soutien aux revenus par l'intermédiaire des programmes d'assurance chômage existants ou par l'ajout de nouveaux programmes pour couvrir les travailleurs atypiques. Le Canada a plutôt eu recours à un programme créé de toutes pièces, la PCU. Pour éviter les fermetures ou faillites d'entreprises et préserver les relations économiques, certaines mesures adoptées dans l'urgence de la première phase sont devenues plus généreuses et accessibles à davantage d'entreprises. Plusieurs pays ont instauré des programmes de subvention salariale. Avec la montée de la deuxième vague, la période de transition s'est étalée dans le temps et les mesures d'atténuation se sont prolongées. Une véritable reprise économique est impossible sans contrôle de l'épidémie. Cependant, la crise sanitaire a entraîné une hausse des dépenses publiques, notamment dans le secteur de la santé, ce qui permet de soutenir le PIB. Des mesures de soutien à l'investissement et à la consommation pourraient être nécessaires durant une période prolongée, surtout si la reprise du secteur privé est faible. Pendant l'accalmie entre la première et la deuxième vague, certains pays ont annoncé des mesures de soutien à l'investissement, comme des hausses de crédits d'impôt à la recherche et développement, des investissements en logements sociaux et durables, des subventions à l'achat de véhicules électriques et des accélérations des investissements en infrastructures. L'expérience de la crise financière de 2008 nous apprend qu'une phase de relance budgétaire limitée,
devenant rapidement restrictives, ne ferait que prolonger indûment la crise économique. L'ampleur des mesures de soutien aux ménages et aux entreprises risque d'exercer une pression financière considérable sur les gouvernements. La lutte contre la pandémie est la plus importante intervention financière du gouvernement du Canada depuis la Deuxième Guerre mondiale. Une fois la crise passée et la situation économique rétablie, il faudra peut-être trouver des approches novatrices pour mobiliser des recettes fiscales afin de rétablir la viabilité à long terme des finances publiques. Les crises sont souvent à l'origine de réformes fiscales. Aussi, dès 1917, on a vu apparaître l'impôt sur le revenu au Canada pour les particuliers et les entreprises pour financer l'effort de guerre. Les premiers programmes de sécurité sociale sont apparus dans la foulée de la crise des années 30 et la TPS a été introduite en 1991. Aussi, l'apparition de mécanismes favorisant la transparence fiscale internationale est un legs de la crise financière mondiale. Une réforme pourrait aussi être l'occasion de transformer le système fiscal pour faire face à différents enjeux qui ont été au cœur de la crise, tels que le financement du système de santé, la croissance des inégalités, ainsi qu'à d'autres défis comme les changements climatiques. La pandémie a révélé la grande vulnérabilité des systèmes de santé et les laissera fragilisés. De plus, ils seront soumis à la pression du vieillissement de la population. Dans bien des cas, ce sont les ménages les plus défavorisés qui ont le plus souffert de la crise sanitaire et des mesures de confinement. Quant au changement climatique, les défis qu'il posait déjà avant la crise demeurent entiers et imminents. La réforme des politiques fiscales pourrait comprendre des mesures pour mieux imposer la richesse, notamment en rehaussant l'imposition du gain en capital, ainsi que des mesures pour imposer plus efficacement les multinationales et particulièrement leurs activités numériques, et peut-être la mise en place d'un impôt minimum sur les profits. La réforme pourrait aussi miser sur l'écofiscalité afin de favoriser la transition énergétique. L'avenir nous dira quelles leçons seront tirées de la crise pandémique. Une chose est certaine, la crise alimentera longtemps les réflexions et les travaux des chercheurs et elle affectera les politiques des décideurs pour les années à venir.